Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je me rappelle très bien du premier jour où j'ai commencé à travailler sur l'énergie pour le journal Le Monde. C'était en novembre 2017. Je reçois un coup de fil d'un truc que je connais pas pour m'inviter à une conférence de presse à laquelle je ne comprends rien. Là, je me dis, ça va être bien ce nouveau job. En fait, c'était le service de presse du réseau de transport d'électricité, RTE, qui m'appelait pour me proposer de venir à une conférence de presse très importante, disait-il, mais il pouvait pas vraiment me dire pourquoi. En fait, j'ai pas été déçu. Dans leur rapport, les experts de RTE expliquaient que réduire fortement la part du nucléaire en France d'ici à 2025, comme c'était prévu dans la loi, en fait, c'était très très difficile. Quelques heures plus tard, Nicolas Hulot, qui était alors ministre de la Transition, annonce, avec une mine lugubre, je me rappelle, qu'il faut renoncer à cet objectif et qu'on verrait plus tard comment baisser la part du nucléaire en France. J'ai appris beaucoup de choses sur l'énergie ce jour-là, mais j'ai aussi retenu qu'il ne faut jamais rater la sortie des rapports de RTE. Et à vrai dire, j'ai constaté la même chose en ce début d'année 2022. Tous les candidats à la présidentielle ou presque ont utilisé le travail du réseau de transport d'électricité pour défendre leurs projets énergétiques et donc économiques pour la France. Certains pour défendre les énergies renouvelables, d'autres pour promouvoir le nucléaire, etc. Pourquoi ? Parce que RTE a remis, il y a un peu plus d'un an, un autre rapport, beaucoup plus gros et beaucoup plus approfondi celui-là, qui s'appelle « Futurs énergétiques 2050 ». Ce travail énorme a débouché sur plusieurs scénarios qui imaginent de manière assez précise à quoi va ressembler une France sans pétrole, sans gaz, sans charbon, une France neutre en carbone. Comment la France peut-elle concrètement se débarrasser des énergies fossiles ? Quelles sont les options qui s'offrent à nous ? Est-ce qu'il faut miser sur le nucléaire, les énergies renouvelables, la sobriété, tout ça à la fois ? Quelles sont les choses à avoir en tête pour prendre de bonnes décisions ? Surtout avec la crise énergétique qu'on est en train de vivre. C'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Thomas Vérinck est l'homme qui a piloté cette gigantesque opération de modélisation de notre futur. Il travaille au réseau de transport d'électricité, RTE dont je viens de parler, et il est directeur exécutif en charge du pôle stratégie, prospective et évaluation. C'est pour ça que je suis bien content de le recevoir dans Chaleur Humaine pour qu'il nous dévoile la recette cachée de la France décarbonée. Bonjour Thomas Vérinck. Bonjour. Alors dans ce travail, vous avez intégré de très nombreux paramètres, de quelle technologie on dispose, combien ça va coûter, quels vont être nos besoins en électricité, en énergie, quel impact environnemental cela va avoir. Peut-être avant de rentrer dans les détails, est-ce que ce rapport Futurs énergétiques fait la démonstration qu'en fait c'est possible de sortir des énergies fossiles et si oui, à quelles conditions ? Alors notre rapport essaye d'imaginer comment on peut en sortir. Donc il part du principe qu'on doit y arriver et il conclut que c'est possible sous un certain nombre de conditions. Alors déjà, il essaye de restituer le point de départ. Aujourd'hui, tout notre débat est focalisé sur l'électricité, c'est là où il y a toute la charge symbolique, le débat renouvelable, nucléaire. Et en réalité, l'électricité, c'est 25% de notre consommation d'énergie. 60%, ce sont des énergies fossiles. Et il n'y a jamais eu de débat public pour savoir si on voulait être dans la société des énergies fossiles. Il se trouve que c'est notre société, c'est le point de départ. Donc si on considère qu'on consomme 1600 TWh d'énergie, 1000 TWh, c'est du fossile. Et dans moins de 30 ans, ça doit être zéro, ou quasiment zéro. Et pour ce faire, il faut modifier à la fois la façon dont on consomme de l'énergie et la façon dont on produit. Alors modifier la façon dont on consomme de l'énergie, c'est se poser la question de l'efficacité énergétique, de la sobriété, c'est se demander où est-ce qu'on produit, est-ce que c'est en France ou dans les autres pays, et c'est se demander quel type d'énergie on consomme. Est-ce que c'est de l'électricité ou des énergies fossiles ou d'autres types d'énergie décarbonée ? Et puis sur la production, on a regardé bien évidemment la question du nucléaire, la question des renouvelables. Alors justement sur la consommation dont vous parliez, ça c'est un point qui est important. Souvent ce débat, comme vous le disiez, il se focalise sur la question de la production. En fait, c'est même la première brique du débat parce qu'on sait que pour sortir des énergies fossiles, en fait, il faut électrifier un certain nombre d'usages, passer de véhicules thermiques à des véhicules électriques. Il va falloir que certaines industries qui aujourd'hui utilisent du charbon ou du gaz, demain utilisent de l'électricité, etc. Donc il y a confusément l'idée qu'on va devoir utiliser plus d'électricité, mais en même temps que pour y arriver, il va falloir diminuer notre consommation d'électricité, c'est ça ? En fait, il va falloir à la fois diminuer notre consommation d'énergie et augmenter celle d'électricité.
On sait, sur la base de toutes nos études, mais celles des autres également, c'est vrai dans les scénarios mondiaux de l'Agence internationale de l'énergie, c'est vrai dans les scénarios de la Commission européenne, c'est vrai en France dans ceux de l'ADEME, qu'il faut consommer moins. Alors, comment on peut consommer moins ? La première façon, c'est d'être plus efficace. L'efficacité énergétique, c'est pour les mêmes usages, moins d'énergie. Vous changez votre réfrigérateur par rapport à celui d'il y a 15 ans, il consomme moins pour le même service. La deuxième solution, c'est d'être plus sobre. Et la sobriété, c'est moins d'usage. Donc, moins de voitures ou des voitures plus petites. On peut revenir sur ce scénario, on en a fait un scénario dédié. C'est ça l'idée. Moins d'usage, donc moins de besoins. On peut également électrifier, parce que souvent, l'électricité, ça consomme moins d'énergie. Vous remplacez une voiture thermique par une voiture électrique, ça consomme moins. On remplace une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, pareil, ça consomme moins. Donc tout ça, ça va nous conduire à consommer moins d'énergie. C'est vrai que ça peut apparaître un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que dans tous les scénarios que vous proposez chez RTE, en fait, on va baisser notre consommation d'énergie fossile au global, mais dans le même temps, on va augmenter notre consommation d'électricité. Dans nos différents scénarios, en 2050, par rapport à aujourd'hui, dans le scénario central, on consomme de l'ordre de 35% d'électricité en plus. Dans notre scénario de sobriété, c'est plutôt 15% en plus, alors même qu'on a fait un véritable effort de sobriété qui n'est pas du tout de la chasse au gaspillage, qui va beaucoup plus loin, qui parle d'organisation de la ville et de la société. Et si on est sur la réindustrialisation, parce que c'est un vrai sujet, aujourd'hui la France importe beaucoup de biens manufacturés qui sont très carbonés. Or, si on les produit sur notre territoire, leur empreinte carbone sera meilleure, mais pour autant, la consommation d'électricité sur le territoire national sera plus forte. Et donc là, on est plutôt sur de l'ordre de 50% en plus. Alors justement, on va revenir sur cette question de la sobriété, mais avant ça, peut-être pour balayer un peu l'éventail des différents scénarios existants, pour le dire d'une manière un peu caricaturale, on a d'un côté un scénario où il y a beaucoup de sobriété, c'est ce que vous disiez, un autre dans lequel il y a beaucoup de réindustrialisation et donc on consomme plus, et puis c'est un peu la même chose côté production, il y a des scénarios dans lesquels il y a beaucoup de renouvelables, jusqu'à 100% d'énergie renouvelable, avec beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire, et puis de l'autre côté, des scénarios dans lesquels il y a du nouveau nucléaire, donc on construit des nouveaux réacteurs nucléaires. Ça, c'est ce que défend par exemple Emmanuel Macron, qui a défendu pendant la campagne l'idée de construire des nouveaux réacteurs nucléaires en s'appuyant en partie sur les travaux de RTE. Donc, quelles sont les différences qu'il y a entre ces différentes gammes de scénarios ? La concertation qu'on a menée a visé à identifier les différentes options. Et puis ensuite, RTE, c'est une machine à simulation qu'on met à la disposition de tout le monde pour regarder ces différentes options. Alors effectivement, on a l'impression que sur la consommation d'électricité, on peut aller de scénarios qui consomment un peu plus d'électricité, c'est le scénario sobriété. Et ce scénario sobriété, il va bien au-delà de la chasse au gaspillage ou de mesures comportementales de type mettre son chauffage à 19 degrés. Oui, ce n'est pas les petits efforts individuels. Non, c'est exactement. Par exemple, ce sont des changements sur les modes de vie comme les déplacements. C'est moins de voitures. Donc aujourd'hui, il y a 38 millions de véhicules légers, voitures individuelles ou utilitaires en France. Dans le scénario sobriété, il y en a 26 millions en 2050. Ce sont des voitures plus petites. C'est un vrai changement de tendance, puisque en 30 ans, les voitures ont gagné de l'ordre de 250-300 kilos de masse. Là, ce ne serait pas du tout la même chose. Et puis, ce sont des véhicules qui sont plus occupés et dans le même temps, plus de transport collectif. Aujourd'hui, transport collectif, c'est entre 15 et 20% de nos déplacements. Ce serait 40% dans ce scénario-là. Ce sont des scénarios dans lesquels il y a moins de surface de bureau. Parce qu'il y a du télétravail, mais ce n'est pas un télétravail où tout le monde a une place au bureau. Ce n'est pas la même chose. C'est un télétravail avec ce qu'on peut appeler du flex office, et donc moins de surface de bureau, mais ça veut dire qu'il ne faut plus en construire. Donc c'est tout à fait significatif. Oui, ça, on voit que d'un point de vue de consommation, ça a un gros impact. Donc là, ça c'est le scénario dans lequel il y a beaucoup de sobriété. Et d'une certaine manière, à l'autre extrême, il y a un scénario dans lequel on ne s'impose pas de telles mesures. Alors, ce n'est pas à l'autre extrême parce que celui sur la réindustrialisation, pour moi, il est tout autant un scénario de rupture que celui sur la sobriété. Et d'ailleurs, on pourrait combiner les deux. Simplement, la sobriété n'est pas quelque chose qui me semble acquis aujourd'hui, et de mon expérience, de ces 2 ans et demi de concertation, c'est le thème le plus clivant. Il est plus clivant en réalité, il nous interroge plus que celui sur renouvelables et nucléaire, parce qu'il porte directement sur nos modes de vie. Pour finir sur sobriété, sur le logement, c'est un scénario dans lequel il y a de la recohabitation. Encore une fois, rupture par rapport à la tendance de ces dernières années, où on a plutôt décohabité. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 personnes
par logement, tout petit peu plus, on diminue cela dans la trajectoire tendancielle, et dans le scénario sobriété, on va vers plus de recohabitation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire la recohabitation? Ça veut dire qu'il faut plus d'habitants par logement? Oui, recohabiter, c'est être plus nombreux par logement, donc ça peut signifier, par exemple, que plus de colocation, ça peut signifier de la cohabitation intergénérationnelle. Bon, j'ai coutume à dire, le scénario sobriété, ça n'est pas le scénario du Moyen-Âge, pas du tout le scénario de la bougie. C'est pas un scénario dans lequel les trains vont s'arrêter de fonctionner lorsqu'il n'y a pas de vent. En revanche, ce sont des ruptures dans les modes de vie qui sont significatives. Et alors par contre, si on parle là du côté production, dans les scénarios, donc il y a des scénarios dans lesquels on a 100% d'énergie renouvelable et on va jusqu'à des scénarios dans lesquels on a en gros 50% de nucléaire, 50% d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que ça implique ces différents scénarios? D'emblée, on a posé une alternative qui était soit on construit de nouveaux réacteurs nucléaires, soit on va vers un scénario 100% renouvelable. Pourquoi on a posé cette alternative? Parce qu'on ne peut pas faire une prospective énergétique honnête en faisant l'impasse sur le fait qu'une partie de nos infrastructures actuelles qui produisent de l'électricité, et notamment qui produisent de l'électricité décarbonée, le parc nucléaire, ne sera pas présent en 2050 ou en 2060. Et ça, ce ne sont pas des raisons politiques qui fondent cette conviction, ce sont des raisons techniques. Oui, parce que le parc nucléaire, il est vieillissant et donc on sait que d'ici 2050-2060, il y a un certain nombre de réacteurs qui ne pourront plus fonctionner. Oui, notre parc nucléaire a été construit de manière extrêmement concentrée entre la fin des années 70 et le début des années 90. L'hypothèse de référence qui était très consensuelle au sein de notre concertation, c'était que ces réacteurs ne pourraient pas être exploités plus de 60 ans. Donc 1980 plus 60 égale 2040. La neutralité carbone, c'est pour 2050. Donc ça signifie qu'il va falloir approvisionner des besoins électriques plus importants avec des infrastructures qu'on a aujourd'hui qui seront en train d'être fermées pour des raisons d'âge, tout simplement. Et donc, ça signifie qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc, il y a deux voies. Soit on relance la construction de réacteurs nucléaires avec des énergies renouvelables. De toute façon, on ne peut pas boucler cette équation juste avec du nucléaire. Soit on va vers des scénarios où on ne construit que des renouvelables. Et donc, à terme, la France sera 100% renouvelable. Juste un mot sur la manière dont ont été faits ces scénarios et sur la question de la concertation que vous avez évoquée. RTE, c'est une filiale d'EDF, mais en fait, vous avez travaillé d'abord de manière indépendante, mais aussi en consultant beaucoup de parties prenantes, des associations, les entreprises du secteur, l'administration, etc. Donc ça, c'est une concertation qui a pris plusieurs mois. Est-ce qu'il y a des consensus qui ont émergé dans cette concertation ou est-ce qu'en fait, c'était à couteau tiré et personne n'était d'accord? Ça fait bien 20 ans que RTE s'est découplé d'EDF et aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir sur les réseaux sociaux des personnes qui nous reprocheraient d'être trop favorables aux renouvelables que le contraire. Donc ce débat, il a été évacué avec toutes les protections et tout le découplage qui a été imposé par le droit communautaire. Puis RTE, c'est d'ailleurs la filiale de beaucoup d'autres organismes que seulement EDF. Donc ce sujet n'est jamais intervenu dans la concertation. Ce que nous avons fait, et aujourd'hui, de toute façon, il n'y aura jamais de retour arrière, ça fait plusieurs années que l'on travaille comme ça, nous avons organisé une concertation avec l'ensemble des acteurs intéressés. Alors, qui sont-ils? Des ONG, des syndicats, des entreprises énergéticiennes ou des entreprises consommatrices d'énergie, des think tanks, des universitaires. Tout le monde peut participer au groupe de travail. Et on a eu de la chance, parce qu'on a lancé ce travail en 2019, et à ce moment-là, on a été préservé d'une attention médiatique trop poussée. On a réussi à faire en sorte d'avoir un travail de nature technique. J'aimerais bien qu'on rentre maintenant un peu plus dans ces différentes options dont on a parlé. Il y a un débat très vif en France sur la place des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien. Pendant la campagne présidentielle, on a vu des candidats comme Marine Le Pen qui disaient qu'il faut absolument abandonner l'éolien ou des grands élus comme Xavier Bertrand qui disaient en fait, il faut faire des scénarios sans éolien, etc. Quand on regarde les scénarios d'RTE, on se rend compte qu'en fait, quels que soient les scénarios, qu'il y ait du nucléaire, pas de nucléaire, etc., en fait, il y a toujours beaucoup d'éolien. Est-ce que c'est possible déjà d'avoir des scénarios avec pas beaucoup d'énergie renouvelable ou pas d'éolien du tout? Ce sera la réponse la plus courte dans ce podcast. Non. Pourquoi c'est pas possible? Il suffit pour cela de regarder le rythme de construction possible des réacteurs nucléaires et d'intégrer le fait que nos centrales actuelles finiront par fermer, et encore une fois, pas pour des raisons de politique énergétique. Alors, la politique énergétique peut hâter leur fermeture, mais elle ne peut pas les prolonger au-delà du terme, au-delà desquels
leur exploitant ou l'autorité de sûreté considérera que la prolongation n'est pas possible. Au cours de ces 2 ans et demi, on a discuté de beaucoup de scénarios, de beaucoup de trajectoires de réinvestissement dans le nucléaire. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'on est parti avec une proposition de la filière nucléaire, qui sont les 6 réacteurs, les 6 EPR2, qui seraient construits entre 2035 et 2045. 2 en 2035, 2 en 2040, 2 en 2045. Donc nous, on a prolongé ce rythme, ça arrive à 8 en 2050. Eh bien, quand on regarde ce scénario en 2050, et si on intègre le fait que notre parc nucléaire actuel fermera, eh bien, la part du nucléaire sera de l'ordre de 20-25% en 2050-2060. Donc ça veut dire qu'on est sur un scénario à haute part en énergie renouvelable. C'est un scénario qui nous épargne pas beaucoup des paris technologiques ou techniques d'un système à très haute part en énergie renouvelable. Parce que l'idée, c'est que de toute façon, si on veut un système décarboné, sans centrale à charbon, sans centrale à gaz, en fait, il n'y a que 2 options qu'on a dans notre besace. C'est soit le nucléaire, qui donc émet très peu de CO2, soit les énergies renouvelables, que sont le solaire, l'éolien, et puis l'hydraulique, dont on dispose déjà beaucoup en France. Mais à l'inverse, il y a aussi des candidats pendant la présidentielle, comme Jean-Luc Mélenchon, qui défendait un 100% énergie renouvelable, ou Yannick Jadot, le candidat écologiste. Donc il y a un des scénarios de RTE qui est 100% énergie renouvelable. On a un peu du mal à comprendre ce que ça implique. Quelles sont les conséquences d'un tel choix en termes techniques, énergétiques, d'organisation? En fait, on a 6 scénarios de production qui sont répartis en 2 familles. Les 100% renouvelables et les renouvelables plus nucléaire. On tire des scénarios avec du nucléaire le fait qu'on est obligé d'avoir du renouvelable parce que ça ne suffit pas. Et on arrive à la conclusion que selon la courbe de consommation, la part du nucléaire à terme est de l'ordre de 40 à 60% max. Sur les scénarios 100% renouvelables, par hypothèse, dans ces scénarios, on ne construit pas de nouveaux réacteurs nucléaires. Et on regarde les conditions auxquelles on peut mener ces scénarios. Et ce qu'on conclut, c'est que là, on est obligé d'avoir un très gros système de stockage ou de backup, pour reprendre ce terme qui est également fréquemment utilisé. C'est important cette notion de backup dont vous parlez, parce qu'en fait, l'électricité, ça se stocke très mal. C'est un des problèmes qu'on a. Or, il faut compenser le fait que les éoliennes et les panneaux solaires, ça produit beaucoup à certains moments et pas du tout à d'autres. Et donc, il faut pouvoir stocker cette énergie pour la réutiliser à un autre moment. Donc, c'est quoi les outils dont on dispose pour faire ça? Aujourd'hui, il n'y a que 2 types de backup qui existent. L'hydraulique ou le fossile. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de capacité hydraulique? Peut-être un peu, mais probablement pas beaucoup. C'est-à-dire, on a déjà en France 10-12% de notre production d'électricité Oui, qui vient des barrages. On a probablement déjà exploité une bonne partie du potentiel hydraulique. On s'aperçoit que c'est très compliqué de construire de nouvelles installations hydrauliques. Et puis, il reste le fossile. Mais le fossile, par définition, on veut en sortir. Donc, on est obligé d'avoir autre chose. Autre chose, ça peut être quoi? Du stockage par batterie. Alors, le stockage par batterie, c'est très adapté pour s'adapter à la production solaire, par exemple, avec ses alternances jour-nuit. Ben, ça n'est pas adapté pour compenser la variation de l'éolien. L'éolien peut avoir 2-3 semaines où il y a beaucoup de vent, qui peuvent alterner avec des périodes où pendant 1 semaine, 2 semaines, il y a très peu de production éolienne. Et alors là, il faut pouvoir stocker pendant longtemps des quantités importantes d'énergie. Nos études ont même montré qu'il y aura des années plus venteuses et des années peu venteuses. Et donc, il va falloir stocker de grosses quantités. Pour ça, il n'y a qu'un seul candidat possible aujourd'hui, c'est de la production thermique qui utilisera des gaz décarbonés. Et donc là, il y a un pari. C'est-à-dire un pari comme technique ou technologique. C'est-à-dire c'est des centrales à gaz, comme les centrales à gaz qu'on a aujourd'hui, sauf qu'au lieu d'utiliser du gaz fossile qu'on va chercher en Russie ou aux États-Unis ou au Qatar, c'est du gaz qu'on produirait par exemple à partir de déchets végétaux, ou bien ça serait par exemple de l'hydrogène. Exactement. Centrale thermique utilisant du biométhane, donc du gaz produit à base de déchets agricoles par exemple, ou des centrales qui brûleront de l'hydrogène qui aura été produit au préalable à base d'électricité. Donc là, il y a une dimension pari technique, technologique. Alors ces solutions, elles existent, elles sont en train d'être testées. Est-ce qu'on est capable de les massifier dans une durée qui est relativement courte? C'est une question. Et c'est pour ça que dans notre travail, on n'a jamais dit que c'était possible ou impossible. On a dit voici les conditions qu'il faut pouvoir traiter pour se donner la possibilité de mener à bien ce type de scénario.
Alors, cette question-là de la faisabilité technique et des points d'interrogation existent pour les énergies renouvelables, mais d'une certaine manière, est-ce que ça n'existe pas aussi sur le nucléaire? Moi, j'ai travaillé un certain temps sur cette question-là, et je dois dire que c'est un débat qui est difficile parce que dans la filière nucléaire, il y a une grosse demande qu'on construise de nouveaux réacteurs, mais au fond, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est les délais et les coûts du nucléaire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un point d'interrogation dans les scénarios qui comportent du nucléaire sur la capacité d'avoir des réacteurs qui arrivent dès 2035, dès 2040, compte tenu des exemples qu'on a en tête, comme par exemple le PR de Flamanville, qui est en construction depuis longtemps? Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux types d'arguments chocs qui sont échangés sur les réseaux sociaux et de voir qu'ils ont en eux à la fois une part d'outrance et une part de vérité. Alors ceux qui doutent du 100% renouvelable disent que se passera-t-il la nuit sans vent? Et donc là, ça touche un point sensible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le backup qui permet d'équilibrer solaire et éolien, il est soit hydraulique mais limité, soit fossile et on n'en veut plus. Et donc, ça renvoie à est-ce qu'on est capable d'avoir d'autres solutions. Donc, il y a de la recherche, il y a du développement, mais il n'y a pas de certitude. Par contre, comme j'ai dit, comme de toute façon, il y aura beaucoup d'éolien et de solaire dans un système neutre en carbone, il faudra résoudre dans une certaine mesure ce type de défi, quoi qu'il arrive, dans des proportions moindres et dans des délais qui peuvent être différents selon la part du nucléaire, mais quand même. Et puis, pour l'EPR, pour le nucléaire, consiste à dire la gabegie de Flamanville. Alors là encore, ça touche un point sensible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas de démonstration de la faculté à construire rapidement de nouveaux réacteurs nucléaires de troisième génération de type EPR, avec l'exemple de Flamanville, l'exemple du réacteur en Finlande. Et on se rend bien compte que la France d'aujourd'hui n'est plus celle des années 70, à la fois dans le type de compétences dont elle dispose, mais également le fait de relancer ces gros objets se fait avec une association, une information du public qui est quand même différente, avec des normes de sûreté qui sont plus importantes, donc ça soulève un certain nombre de questions. Bon, cela dit, cet argument, le nucléaire est trop lent, il arrivera trop tard par rapport à l'urgence climatique, il est aussi exagéré d'une certaine façon parce qu'il pourrait être vrai pour l'éolien en mer de la même façon. La France a lancé en 2010-2012 ses premiers parcs, le premier a été mis en service en 2022. Les parcs qui sont décidés aujourd'hui, ils sont attendus pour 2032-2033. Ça ne change pas grand-chose par rapport à l'EPR en 2035. Donc en fait, là encore, il y a une part de vérité, il y a un défi réel pour la filière nucléaire à démontrer qu'elle est capable de produire en respectant ses coûts et son calendrier. Mais je dirais que c'est vrai également pour un certain nombre d'autres objets renouvelables. C'est vrai que les scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable sont très ambitieux. En fait, même ceux où il y a du nucléaire aussi incluent un fort développement des renouvelables. Et quand on regarde, il faut multiplier par 10, 20, parfois 30 le nombre d'éoliennes ou de panneaux solaires qu'on va installer. Et en regardant ça, on se dit, en fait, est-ce que c'est réaliste d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui pour installer des énergies renouvelables? Alors c'est le premier enjeu des scénarios qui vont vers du 100% renouvelable, mais j'ai même envie de dire que c'est aussi un enjeu pour les scénarios où il y a du nucléaire. Dans tous les cas de figure, il faut accélérer. Il faut construire plus rapidement de l'éolien et du solaire. Dans les scénarios où on ne déciderait pas de construire des réacteurs nucléaires, où on irait vers du 100% renouvelable, il faut accélérer de manière considérable. Il faut être plus rapide que nos voisins les plus efficaces en la matière, donc il faut battre, entre guillemets, à la fois l'Allemagne sur l'éolien et le solaire et le Royaume-Uni sur l'éolien en mer. Aujourd'hui, en France, on a mis en service un parc éolien en mer qui fait la moitié d'un gigawatt, celui de Saint-Nazaire. Dans les scénarios 100% renouvelables, où il y a le plus d'éolien en mer, il faut mettre en service de l'ordre de 3 à 4 parcs comme Saint-Nazaire par an. Voilà. Ça donne l'ampleur de ce qu'il faut atteindre pour être 100% renouvelable. C'est très significatif. Alors, on peut un peu baisser ce rythme si on est dans les scénarios sobriété, mais ça reste une accélération considérable et donc ça soulève des questions d'occupation de l'espace et d'acceptation par la population. J'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué rapidement, c'est la question de la réindustrialisation, et c'est-à-dire cette idée que si on veut être neutre en carbone, on a intérêt aussi à ce qu'il y ait de la production industrielle qui soit plus proche de l'endroit où l'on vit, c'est-à-dire qu'on arrête d'importer des biens manufacturés, par exemple, de Chine ou d'ailleurs. Mais comment ça se conjugue avec la sobriété dont on parlait tout à l'heure? Vous avez dit ça s'oppose pas forcément. C'est vrai qu'intuitivement, on se dit, si on met plus d'usines en France qui vont consommer plus d'électricité,
l'électricité, ça ne va pas nous aider à réduire notre consommation. Sobriété et réindustrialisation ont des effets opposés sur notre trajectoire de consommation d'électricité. Ça, c'est certain. Mais ils ont des effets convergents sur notre trajectoire d'empreinte carbone. Donc c'est en ça qu'ils sont conciliables. On peut se dire, on veut un monde sobre, mais réindustrialisé dans le même temps, tout simplement, pour des questions environnementales ou climatiques. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans le travail, c'est de faire varier les scénarios terme à terme pour qu'on puisse comparer. Donc on s'aperçoit que si jamais on met en œuvre l'ensemble des mesures qu'on a listées pour le scénario sobriété, on baisse la consommation d'une centaine de térawattheures. Comme aujourd'hui, on consomme un peu moins de 500, vous voyez, c'est de l'ordre de 20% de notre consommation qu'on pourrait baisser par des réformes structurelles sur la sobriété. La réindustrialisation, ça aurait un effet du même ordre, environ une centaine de térawattheures dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on croit quand même à notre trajectoire centrale, à nos 645 térawattheures en 2050. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'opposer sobriété et réindustrialisation. Simplement sur la sobriété, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais si on devait prendre les mesures structurelles qui auraient le plus d'impact pour faire baisser notre consommation d'énergie et ou d'électricité, qu'est-ce que ça serait? Parce que là, c'est vrai qu'avec le passage difficile de l'hiver 2022-2023, il y a des mesures de sobriété qui ont été annoncées, mais on a l'impression que pour certaines d'entre elles, c'est des mesures un peu temporaires pour pouvoir passer l'hiver. Donc, quelles seraient les mesures qui sont les plus efficaces pour finalement atteindre des objectifs de sobriété? Alors, il n'y a pas, dans le domaine de la sobriété, une mesure qui écrase toutes les autres. Je dirais que c'est plutôt un catalogue de mesures dont il faut bien vérifier d'ailleurs qu'elles sont cohérentes entre elles. On voit bien que tout ce qui porte sur les déplacements est majeur. Donc, moins de voitures, des voitures plus légères, plus de transports collectifs. Tout ça, ça permet de faire baisser réellement la consommation d'énergie et également l'empreinte environnementale complète du système des transports, qui aujourd'hui est le plus émetteur en France. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est bâtiment, donc que ce soit les bureaux ou les logements. Alors là, on s'aperçoit que dans les scénarios sobriété, en fait, il faut arrêter de construire. C'est ça qui me semble très structurant, et c'est pour ça qu'on n'est pas au bout de l'analyse de ce que sont des mondes sobres. Aujourd'hui, on est face à une difficulté pour l'hiver prochain, donc on active les leviers de sobriété, on essaye du moins de les activer ou de les promouvoir, qui ont un impact direct et qui sont les plus faciles à aller chercher. Donc, par exemple, se chauffer à 19 degrés plutôt qu'à 21 degrés ne nécessite aucun investissement, ne semble pas avoir d'effet néfaste sur la santé et produit des résultats tout de suite. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'organisation de la société, de l'organisation de la ville, la façon dont on se déplace, là où on habite, là où on travaille, ce que l'on consomme, c'est beaucoup plus lourd. Et donc là, ça nécessite une médiation politique, donc un accord, un consensus de société, en plus d'actions individuelles. Et c'est à cette conclusion que l'on parvient lorsqu'on tire la pelote de ce scénario sobriété. Alors le rapport dont on parle, il a été présenté il y a plus d'1 an. Depuis, le monde a plongé dans une crise énergétique majeure. En France, on a à la fois une hausse des prix des énergies fossiles, du gaz, du pétrole, et puis des difficultés sur le parc nucléaire. Par ailleurs, pour essayer de passer l'hiver, on relance une centrale à charbon en Moselle, on ajoute un nouveau terminal méthanier pour importer plus de gaz au Havre, etc. Finalement, qu'est-ce que cette crise actuelle nous apprend par rapport au scénario que vous avez élaboré? Si on met tout ça en regard, est-ce que ça change l'orientation que vous avez ou est-ce que ça conforte finalement les scénarios que vous avez élaborés? Sur le temps long, ça conforte l'intérêt de la neutralité carbone, ça conforte l'intérêt de sortir des énergies fossiles parce qu'on est dans une crise des fossiles et on est dans une crise de la dépendance énergétique. Par contre, sur le temps court, ça rend les choses plus compliquées parce que ça obère les capacités de financement à la fois des entreprises et des ménages. Et donc, on peut avoir la situation assez paradoxale où un certain nombre d'investissements nécessaires pour être neutre en carbone vont devenir de plus en plus rentables, mais vont être de plus en plus difficiles à faire, tout simplement parce que les ménages ou les entreprises auront des capacités financières très restreintes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux thèses possibles qui s'affrontent encore. On verra celle qui sort
conforter de cette crise. La thèse optimiste, c'est que comme c'est plus rentable de faire la transition, puisque les énergies fossiles sont plus chères, eh bien ça va l'accélérer. Quand on regarde quel retournement de situation, il y a quelques années, on se disait il faut un prix du carbone élevé pour rendre possible la bascule vers le bas carbone, d'où la taxe carbone, etc. Et aujourd'hui, on trouve que les énergies fossiles sont trop chères. Donc en fait, la situation nous a conduit au point où c'est rentable de basculer. Donc ça, c'est la thèse optimiste. Comme c'est rentable, on va le faire. Puis la thèse pessimiste, c'est de se dire que les solutions transitoires qu'on met en œuvre, parce qu'on est obligé, parce qu'on a à résoudre des questions de cohésion sociale, peuvent nous prolonger notre enfermement dans des solutions fossiles. Ça va être tout ce qui est le registre de la subvention à l'utilisation des énergies fossiles à court terme. Oui, comme on l'a vu par exemple ces derniers mois ou comme on le voit encore avec le fait de subventionner le pétrole à la pompe pour que l'essence soit moins chère pour tout un chacun. Et donc ça, c'est un peu en contradiction avec l'idée de dessiner une trajectoire de sortie des énergies fossiles. Sur la manière dont on pourrait imaginer la mise en œuvre de ces scénarios, on a beaucoup entendu parler aussi en 2022 de planification. C'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en parlent aussi désormais. Si on voulait planifier la mise en œuvre des scénarios de RTE, qu'est-ce qu'il faudrait avoir en tête finalement? C'est quoi la liste des tâches que devraient avoir en tête les responsables politiques qui voudraient prendre à bras-le-corps cette question-là? Alors, c'est une question difficile, mais c'est vrai que notre rapport, quand on le relit un an après, est une ode à la planification. On dit qu'il faut changer nos modes de vie et qu'il faut investir massivement, il faut modifier tout notre appareil productif. Donc, est-ce que le marché seul peut y parvenir? Ça me semble très compliqué. Donc, ça implique que pour mettre en œuvre des investissements qui sont quand même considérables, il y a une direction. Par exemple, on sait que dans tous les scénarios, il va falloir faire de l'éolien en mer. Donc, on pourrait déjà se dire qu'il faut construire beaucoup de plateformes, beaucoup de mâts et beaucoup de pales. On sait qu'on saura les utiliser. On a des questions de bascule de notre industrie. Notre industrie consomme des énergies fossiles en partie. On sait que certaines de nos usines sont assez âgées, qu'il y a un nouveau cycle d'investissement qui se profile. Donc il faut que d'emblée, ce cycle d'investissement soit bas carbone, parce qu'en fait, on ne peut plus se permettre d'engager un cycle d'investissement carboné. Tout ce qu'on décide aujourd'hui doit être décarboné parce qu'on n'a plus qu'un cycle d'investissement devant nous. Oui, j'avais reçu ici, dans ce même studio, l'économiste Céline Guivarch, qui est une des autrices du dernier volet du dernier rapport du GIEC. Et quand on lui disait, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour décarboner à l'échelle mondiale, il disait, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'investir dans ce qu'on sait qu'il faut arrêter. Et donc, ça, à la fois, ça semble de bon sens, mais en réalité, c'est très difficile, comme on le voit maintenant, parce que dans les arbitrages qu'il faut faire au quotidien pour les responsables politiques, en fait, c'est difficile parce qu'on finance et on soutient le monde tel qu'il existe maintenant, pas celui qu'on souhaite voir en 2050. Et ça, c'est une contradiction, je trouve, assez difficile à résoudre. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue une fois avec un haut dirigeant du secteur de l'énergie qui disait « Mais ils sont formidables, les rapports de RTE, c'est très bien, mais en fait, quels que soient les scénarios, ils sont tous très difficiles à atteindre. » Est-ce que c'est une interrogation pour vous de se dire « Bon, bah, en fait, on a dessiné des trajectoires, mais elles sont peut-être en décalage avec la réalité et peut-être même avec le temps qui passe, risquent de se retrouver de plus en plus en décalage. » Il y a un point commun entre tous ces scénarios qui relativisent beaucoup les oppositions de réseaux sociaux entre nucléaire, renouvelable, rénovation thermique. Tout ça, ce sont des investissements. C'est une économie de l'investissement. Il va falloir mettre beaucoup d'argent tout de suite pour des coûts de fonctionnement qui, à terme, sont plus faibles. Et donc, ce que je tire des scénarios de RTE d'un point de vue économique, c'est l'importance d'investir dès maintenant dans ces infrastructures. Sur la question de savoir si on est dans la situation de les atteindre. Aujourd'hui, il faut être clair, on est sur la trajectoire d'aucun des scénarios de RTE. Et donc, il faut réussir à s'y mettre de la même façon qu'il faut réussir à faire décroître l'écart entre l'objectif qui est de plus en plus important, de plus en plus proche de nous, et la réalité de notre situation énergétique et climatique. Moi, ce qui me rassure, c'est que l'on comprenne que c'est difficile. Que l'on comprenne que ce n'est pas juste en accélérant sur l'éolien ou juste en décidant de construire de nouveaux réacteurs nucléaires qu'on va résoudre la question.
En 28 ans, faire ce type de transformation, aucune société l'a faite de manière consciente dans l'histoire, à ma connaissance. Donc c'est particulièrement impressionnant. Pour autant, à partir du moment où on a identifié que c'était une transformation difficile, une transformation sociale, une transformation de nos modes de consommation, et qu'il faudrait planifier tout simplement pour dérisquer les investissements et pour faire en sorte que nos industriels se lancent et arrivent à être sur la montée en cadence, eh bien, je pense qu'on aura franchi un pas vers la situation où ces scénarios seront plus probables. Alors c'est quand même un peu bizarre, pour ne pas dire étrange, que le fait que ce soit difficile, c'est ça qui vous rend optimiste. Qu'est-ce qui vraiment vous fait penser qu'on peut être sur la bonne trajectoire malgré toutes les difficultés dont on vient de parler? Alors, on a eu un espoir à la sortie du rapport parce qu'il a permis à beaucoup de personnes de se représenter ce qu'était la neutralité carbone. Et on oublie trop souvent que la neutralité carbone est un concept récent. Ça a permis à beaucoup de gens de se représenter la hauteur de la marche. Donc ça, c'est un point positif. Et puis, on a vu, y compris au sein de nos groupes de travail, beaucoup de gens qui arrivaient à la conclusion que, en fait, la vraie opposition, c'était pas 100% renouvelable versus 100% nucléaire et qu'en fait, qu'on serait probablement dans les prochaines années dans un monde qui était beaucoup moins binaire et que l'impératif était de se décider et de commencer à massifier. Donc ça, c'est le point positif. Le second, c'est effectivement qu'on se dise que ce n'est pas un chemin parsemé de roses et que ce sera difficile. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on sorte d'une vision béni oui-oui de la transition énergétique pour arriver sur c'est un vrai projet industriel, c'est un vrai projet de société. La transition énergétique, ce sont des usines, des gens qui travaillent, des matières, j'ai envie de dire, c'est du capital, du travail et des terres, pour reprendre les fondamentaux. À partir du moment où on s'est dit ça, on va entrer dans le monde concret. Et c'est la meilleure chance qu'on peut donner à la neutralité carbone. Alors avant de vous laisser repartir vers des séances de concertation et des nouvelles modélisations, je voulais vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que déjà vous appliquez des mesures de sobriété qu'on peut trouver dans les rapports de RTE dans votre vie de tous les jours ? Alors je peux témoigner que nous appliquons très clairement les préconisations sur le chauffage, puisque nous sommes un certain nombre à travailler avec de gros pulls dans notre bâtiment. Blague à part, moi dans ma vie personnelle, je prends pas du tout l'avion, à titre perso. Et au niveau de nos pratiques, j'ai beaucoup travaillé sur des relations européennes. Et c'est vrai que c'était un monde dans lequel les réunions étaient fréquentes et les gens prenaient bien volontiers l'avion. Notre prochaine réunion à Berlin, nous y allons en train. Moi, personnellement, je trouve ça exaltant comme voyage. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est clairement un bouger en matière de pratique. On a parlé de l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres registres sur lesquels vous vous posez des questions personnelles ? Par exemple, il y a des gens qui décident de limiter leur consommation de viande. Est-ce que c'est votre cas ? Moi, récemment, effectivement, la question de la viande a intégré mon équation personnelle. Je me suis rendu compte que c'était plus significatif que ce que j'avais en tête. Vous voyez, pourtant, ça faisait longtemps que je travaillais sur les scénarios, mais je n'en avais pas pris conscience. Est-ce que il y a un comportement d'ordre énergétique ou climatique qui vous semble insupportable, quelque chose qui vous fait dresser les cheveux sur la tête ? Les bâtiments trop climatisés ou visiblement trop chauffés, surtout quand ce sont des bâtiments modernes, j'ai beaucoup de mal à l'accepter parce que je pense que ça fait partie des points faciles. On n'est pas sur l'organisation de la société. Donc si on n'arrive pas à résoudre ces points-là, le reste est plus difficile. Est-ce que vous, si vous aviez 12 ou 14 ans aujourd'hui, vous feriez grève pour le climat le vendredi ou vous iriez en cours ? J'étais probablement pas à 12-14 ans le type de collégien à faire grève le vendredi, mais je me sentirais très concerné. Cela dit, je résiste à l'idée selon laquelle la neutralité climatique, c'est pour les générations futures. Je pense qu'il faut vraiment se convaincre que réduire nos émissions, c'est pour les générations présentes. Le changement climatique a un coût économique pas dans 50 ans, dès les prochaines années, et la crise énergétique, c'est aujourd'hui. Donc, à la fois, je pense que c'est très bien que la jeunesse s'empare de la situation. Pour autant, je ne veux vraiment pas laisser penser que c'est juste une question générationnelle.
Merci Thomas Vérinck. Merci. Je dois dire que je ressors un peu perplexe de cet entretien avec Thomas Vérinck. Bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses. Et d'abord, qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'une France sans énergie fossile, c'est possible, et qu'en plus, on sait à peu près quel chemin on doit emprunter. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, aucune de ces trajectoires n'est facile, mais alors pas du tout facile. Si je résume, la première brique, c'est ce basculement vers l'électricité. Moi, j'ai longtemps résisté à cette idée, en trouvant ça vraiment trop technique. Mais en fait, pour la plupart des usages, il est clair qu'il va falloir électrifier. Le chauffage, par exemple, en passant à des pompes à chaleur plutôt que des chaudières à gaz ou fioul. Ou bien dans le transport, il vaut mieux, malgré toutes leurs limites, des véhicules électriques plutôt que des véhicules thermiques. La deuxième chose que je retiens, c'est ce qu'il dit sur la sobriété. C'est en fait une des questions les plus clivantes, il l'a dit lui-même. À quoi sommes-nous prêts à renoncer collectivement ? Avoir des voitures plus petites, arrêter de construire des maisons, partager mieux les logements. Ça peut sembler libérateur pour certains, liberticide pour d'autres. Et dans tous les cas, ça demande un débat démocratique, sérieux. Ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait l'ingénieur Philippe Biwix dans un épisode précédent de ce podcast. On ne parle pas ici uniquement de questions techniques ou scientifiques, mais bien de débats politiques et sociaux. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse débattre de ça collectivement, toutes et tous ensemble, plutôt que de débattre de quel vêtement on doit porter à la piscine. Le troisième point que je retiens, c'est qu'on passe beaucoup, mais alors beaucoup trop de temps à parler du nucléaire et des énergies renouvelables. En fait, c'est une petite partie de la question, mais j'ai vu en tant que journaliste à quel point les débats sur le sujet peuvent être toxiques et agressifs. Alors qu'en fait, quels que soient les scénarios, en fait, on n'a pas trop le choix. Il faut accélérer massivement sur les énergies renouvelables, les éoliennes, les panneaux solaires. Je peux le répéter, il n'y a pas de scénario sérieux de transition sans énergie renouvelable. Et d'ailleurs, les auditrices et les auditeurs fidèles de Chaleur Humaine peuvent se rappeler que c'est ce que disait aussi l'économiste Céline Guivarch, une des autrices du rapport du GIEC, en parlant de la transition à un niveau plus global. Et si on veut intégrer du nucléaire, ça aussi c'est un débat à avoir, il faut effectivement le décider rapidement. Parce qu'en fait, c'est des chantiers qui prennent beaucoup de temps et que l'arrivée des futurs réacteurs EPR, ce sera au mieux en 2035, de façon plus réaliste en 2040, voire un peu plus tard. Un dernier point me frappe. Dans la discussion avec Thomas Vérinck, je me suis rendu compte à quel point toutes les options, y compris celles qui reposent sur le maximum de sobriété, demandent 3 choses. 1. Une planification dans le temps. 2. Beaucoup d'argent. Et 3. Un débat démocratique, mais alors vraiment. Et j'ajouterai une brique. Une fois qu'on a dessiné la trajectoire et qu'on s'est mis d'accord, qu'on sait la financer, il faut encore pouvoir la mettre en œuvre. Comment faire pour que ces scénarios ne soient pas contredits chaque jour par la réalité ? Parce que plus on tarde à agir, plus on se rend difficile le fait d'atteindre ses objectifs. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais comme toujours, je suis preneur de vos avis et de vos idées à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous venez d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Cet épisode doit également beaucoup au travail de mes collègues sur l'énergie, Adrien Pécou, Marjorie Cessac et Perrine Moutarde. Merci à tous les 3, vous pouvez retrouver leurs articles sur le site du Monde. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et beignets de fleurs de courgettes sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. J'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je suis lent, je sais, mais n'hésitez pas à continuer à m'écrire. C'est un vrai plaisir de vous lire, de lire vos idées, vos suggestions, vos critiques. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque mardi, je réponds à une question envoyée par une lectrice ou un lecteur sur la crise climatique en essayant d'être le plus complet possible. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. D'abord, vous abonner dans votre application de podcast favorite, ajouter un commentaire ou une étoile, et puis ensuite le partager avec quelqu'un qui sera peut-être intéressé par ce dont on a parlé aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt!